Le cheval fait partie intégrante du règne animal. Chacun y a un rôle bien précis, comme se nourrir avec telle ou telle plante, être la proie de tel animal ou prédateur de tel autre. Les plantes, les insectes et tous les éléments de la nature ont ainsi une raison d'être. Le cheval s'est peu à peu adapté à l'évolution du monde. Il est devenu plus rapide, plus fort et plus résistant que ses ancêtres. Il a appris à distinguer les plantes comestibles et nocives, à trouver de l'eau fraîche et à identifier l'heure idéale pour la boire, à repérer des lieux à l'abri des prédateurs. Et il a aussi appris à connaître l'homme. Les juments mettent bas à l'air libre et endurent la plupart du temps la rudesse du climat, comme la pluie, la grêle, la chaleur et le vent. Et les poulains grandissent à leur côté, gambadent, se nourrissent et découvrent la nature selon leur rythme et dans le milieu qui est le leur. Le poulain apprend en observant et en imitant sa mère. Elle le protège lorsqu'elle sent un danger, en s'interposant entre la source d'inquiétude et son petit. Le poulain comprend la situation et reste à l'abri du danger, derrière le bouclier que représente le corps imposant de sa mère. Une fois tout risque écarté, il sort de sa cachette et rejoint les autres poulains pour jouer et gambader. Ensuite, poussé par la faim, il revient vers sa mère et réclame son repas, puis tète le lait aux mamelles. Enfin, il pique un petit somme au frais, presque toujours à l'ombre maternelle. Avec la pluie, il découvre le mauvais temps, l'humidité. Le vent le bouscule, le fouette, et il doit lutter pour avancer. La chaleur l'accable, et il apprend à réguler son énergie. Quand la nuit tombe et qu'il se met à faire froid, il se réfugie près de sa mère et découvre qu'il y fait meilleur. Les chevaux sont nés en liberté, et c'est ainsi qu'ils vivent le mieux. Ils trouvent de l'eau pour boire, résistent aux maladies et développent leur système immunitaire. C'est ainsi que se forgent les premiers traits de leur caractère, et ils ne se laissent plus ennuyer, car ils apprennent à se défendre en ruant et en mordant. Puis vient le jour où l'homme les sépare de leur mère et commence à s'occuper d'eux. Il leur donne à manger à des heures différentes, met l'eau à des endroits que lui seul choisit, et reste avec eux de plus en plus jusqu'à les domestiquer. Mais ils n'oublieront pas facilement pour autant tous ces moments vécus en liberté, les jeux, les dangers, les maladies et la joie de trouver, puis de manger avant les autres, une plante particulièrement goûteuse. Ils vont sans doute regretter ce monde, et ceux qui ont grandi au contact de la nature vont se déplacer avec la sensation de liberté qui était jadis la leur. Lors des compétitions, ils retrouveront le plaisir du jeu qu'ils partageaient avec leur mère et l'agilité qu'elle leur a enseignée. Dans les moments difficiles, ils trouveront la force de résister car ils ont déjà connu le froid, la chaleur, la pluie, le bruit et la douleur. Ils sont prêts à affronter la vie et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais les prés et l'espace s'amenuisent. Là où abondait la nature sauvage, on trouve désormais un immeuble, une route, une voiture. Les endroits pour jouer se font rares. Les groupes de compagnons se réduisent, tout comme les moments réservés à l'apprentissage ou à l'échange avec les autres chevaux. La nuit, ils dorment dans leur box, loin de l'étalon, fiers et indomptés, mais à proximité de la vieille jument qui ne veut plus jouer. La mère et son poulain y reçoivent leur ration de nourriture après une journée passée à se reposer dans un enclos sans herbe. Les box les protègent du soleil, ce qui empêche leur pelage de se décolorer. Mais ils ressentent le manque de chaleur sur leur échine. Les box protègent du vent, mais ils doivent en conséquence supporter les mouches sur leurs oreilles. La nourriture qu'on leur donne est souvent très bonne, mais c'est rarement aux heures où ils ont faim. On leur donne une litière propre, confortable, de paille ou de sciure de bois, mais le sol est parfois dur, l'espace limité et l'ennui insupportable. Si nous possédons des chevaux, il ne fait aucun doute qu'ils gagneront à vivre au pré. Ils seront plus forts et lors des séances de travail, ils auront de l'énergie comme ils en avaient pour courir et s'amuser en liberté. Ils seront en bonne santé car leurs défenses naturelles se seront bien développées. D'ailleurs, il a été prouvé que les hommes qui vivent bien couverts dans des maisons chauffées tombent plus souvent malades et sont plus exposés au stress et à la fatigue que ceux qui vivent à la campagne ou dans une communauté. Là, le confort est sans doute limité,
Mais les hommes passent souvent de bons moments ensemble et sont toujours en très bonne santé. La robe désigne la couleur d'ensemble du cheval. On la détermine d'abord en fonction de la répartition de la couleur sur le corps et les extrémités, crins, bout du nez, membres. C'est pour cette raison qu'on parle de robe. Pour certains éleveurs, la couleur de la robe des chevaux est bien plus qu'un simple détail esthétique. Dans certaines cultures, on attribue aux chevaux d'une certaine couleur des caractéristiques spécifiques. Par exemple, au XVIe siècle, lorsqu'on procédait à des sélections pour créer le cheval de pure race espagnole, appelé aussi PRE, on faisait une relation entre la robe des chevaux et leur caractère. On attribuait à la robe grise, un mélange de poils noirs et blancs, un caractère noble. Et au bai, poils fauve à brun, extrémité noire, un tempérament fougueux. Enfin, au alezan, caractérisé par une teinte fauve sous toutes les nuances, une nature colérique. La robe noire présente plusieurs variantes. L'une des plus courantes est celle qui caractérise les chevaux dits gris. La plupart d'entre eux naissent complètement noirs. Leur robe grise s'explique par un blanchiment précoce du pelage initial, et cela nous permet d'affirmer que les chevaux gris qui naissent noirs sont en fait des chevaux à la robe noire qui blanchissent avec l'âge. Lorsque la robe noire commence à grisonner sur certaines parties du corps, ce phénomène se développera progressivement sur l'ensemble du corps, qui deviendra de plus en plus blanc d'année en année. Aujourd'hui, le gris est la robe la plus fréquente chez le pur race espagnol, le PRE. 60 à 70% des chevaux de cette race sont gris. C'est pour cette raison que certains éleveurs de PRE pensent à tort que les meilleurs chevaux sont justement les gris. En fait, les gris étant majoritaires, cela augmente la probabilité de trouver de bons chevaux dans ce groupe donné. Nous savons en revanche qu'il est possible d'obtenir par une bonne sélection des chevaux à la robe noire très performants, et même des chevaux noirs issus d'un croisement entre deux géniteurs à la robe grise. La robe noire, non grisonnante, est de moins en moins présente chez les pures races espagnoles. Cette disparition progressive s'explique en partie par l'utilisation exclusive de chevaux noirs lors de cérémonies funèbres. Cette robe a fini par être associée à ce genre d'occasion. Lorsque la robe noire présente un mélange de poils blancs stable dans le temps, on parle de noir granité. Dans ce cas, la tête est pratiquement toujours noire, tout comme les membres, mais le corps présente un mélange de poils blancs, ce que l'on appelle le granité, qui donne à la robe de base un ton gris-fer et argenté. La robe noire peut être nuancée de zones fauves, notamment sur le bout du nez, les flancs, le ventre. On parle de noir pangaré. Il peut aussi arriver qu'un blanchiment soit dû à une carence génétique de mélanine. Cela se manifeste par des taches bien délimitées ou plus irrégulières. Lorsque ces taches sont diffuses et que le blanc s'associe avec le noir, le cheval tend vers un ton bleuâtre qui s'explique par l'association des poils et de la peau rose et noire. Pour cela, on appelle cette robe gris ardoise. Chacune des 4 principales robes de chevaux présente des variantes qui, à leur tour, se divisent en nuances. La liste de toutes ces variantes est très longue, et indépendamment de ce qui se disait dans l'Antiquité, il a été prouvé que la robe d'un cheval n'avait aucune influence sur son tempérament. D'autres facteurs vont déterminer sa personnalité. Certains seront d'ordre génétique,
et d'autres seront liées à la façon dont l'homme l'aura traité depuis sa naissance. Actuellement, il existe à travers le monde une grande variété de races de chevaux. Chacune possède ses propres traits distinctifs, aussi bien physiques que psychologiques. La race la plus ancienne et la plus pure est celle du cheval arabe. Comme toutes les races de chevaux et de poneys, le cheval arabe descend d'équidés sauvages de la préhistoire qui peuplaient les plaines et les steppes d'Europe et d'Asie avant l'apparition de l'homme. Ces spécimens primitifs étaient très proches du tarpan et du cheval sauvage d'Asie contemporaine. Le cheval arabe est originaire des régions désertiques de la péninsule arabique. On a retrouvé là-bas des représentations figurées de ces chevaux qui dateraient d'au moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Avec les conquêtes musulmanes, le cheval arabe s'est répandu dans le monde entier et l'on retrouve dans la plupart des races actuelles des gènes de ce pur sang. On préservait la pureté de cette race de plusieurs manières. Les Bédouins, des nomades de la péninsule arabique, se mettaient en quête de juments prometteuses dans les autres tribus pour s'assurer une lignée d'excellence. De même, les tribus qui possédaient de bonnes juments étaient prêtes à parcourir de longues distances pour les croiser avec un bon étalon d'une autre tribu. Les pur-sang arabes d'aujourd'hui ont une origine génétique très spécifique. On ignore la relation exacte qui existait entre les chevaux d'origine, mais c'était sans doute une relation très étroite, car chaque lignée descend d'une seule jument, propriété d'une même famille. Dans la race arabe, comme dans les autres races, il existe certains traits distinctifs qui constituent le type ou standard. Ces traits doivent suivre des règles établies, bien qu'on puisse trouver certaines variations en fonction des objectifs précis de chaque éleveur. Nombreux sont ceux qui considèrent le pur-sang arabe comme un chef-d'œuvre équin. C'est un cheval d'une extraordinaire beauté, plein de vigueur, d'élégance et de prestance. Voilà certaines des caractéristiques qui sont les plus frappantes. Le pur-sang arabe est calme, aimable, affectueux, mais également fougueux et très intelligent. Il est reconnu pour son courage, sa robustesse et sa grande résistance. Cela est dû à sa longue relation avec l'homme en temps de guerre comme de paix, où il a dû répondre à toutes sortes d'exigences. Les pur-sang arabes ont une croissance plus lente que les autres races de chevaux. Mais leur longévité est réputée, et les juments peuvent se reproduire même à plus de 20 ans. L'orgueil et la gaieté sont des traits caractéristiques du cheval arabe, particulièrement manifestes quand il est en mouvement. On peut alors apprécier sa grande activité, son encolure arquée, son port de queue relevé et ses naseaux dilatés. Ces mouvements sont si harmonieux qu'ils donnent parfois l'impression de flotter ou de danser. De face, le pur-sang arabe se déplace avec une parfaite rectitude. De dos, il n'est pas rare qu'il ait les jarrets clos, notamment lorsqu'il avance. Dans des lignées différentes, au contraire, les animaux ont des jarrets ouverts. Ce sont deux manières de répondre à un besoin anatomique. La partie haute des membres antérieurs et une partie de la région postérieure qui avance sous l'abdomen placent le centre de gravité du pur-sang arabe un peu plus en arrière que ce qu'on peut observer chez les autres races de chevaux. Sa tête raffinée, sa queue attachée haut et sa structure osseuse très singulière sont également des traits distinctifs propres. Sans ces caractéristiques, le pur-sang arabe perdrait son identité.
En ce qui concerne la taille, il n'existe pas de limite chez le cheval arabe. Sa hauteur au garrot se situe en moyenne entre 1,48 m et 1,58 m. Lorsque l'on accorde trop d'importance à la taille, on perd souvent d'autres qualités, comme l'harmonie et l'équilibre. De profil, la tête d'un pur sang arabe, vue de côté, est plus ou moins concave. La partie charnue, des joues jusqu'à la partie inférieure des ganaches, est assez large. Elle va en rétrécissant vers le bout du nez, si petit qu'il tient parfois dans la paume de la main. De face, le front est large, les yeux bien écartés et très expressifs. L'ossature de la mâchoire est nettement marquée, le nez fin. En revanche, les naseaux sont ouverts avec un bord très délicat et légèrement courbé vers le haut. Ils sont très mobiles et possèdent une grande capacité de dilatation. La position des yeux est un peu plus basse que chez d'autres races et leur couleur est marron foncé. Le blanc visible autour de l'œil n'est pas considéré comme un défaut. Lorsque le cheval est au repos, ses naseaux se trouvent parallèles au profil de la tête et peuvent être très expressifs. La lèvre inférieure est courte. Certaines juments la relâchent lorsqu'elles se reposent, mais si quelque chose attire leur attention, elles la serrent contre leurs dents. La bouche est large et son expression est aimable. Il est préférable que le chanfrein marque une dépression sous les yeux, mais ce n'est pas indispensable. Le front peut être plat ou légèrement convexe. Les oreilles sont relativement proches l'une de l'autre. Leur ligne est délicate et expressive et souvent les pointes sont courbées vers l'intérieur. Les juments peuvent avoir les oreilles plus grandes que les étalons. Un autre trait distinctif du cheval arabe est son port de queue relevé, qu'il maintient parfois à la verticale, tel un drapeau, en particulier s'il se déplace ou s'il est excité. Les pieds antérieurs sont ronds et ouverts, tandis que les postérieurs sont plus ovales. Mais ils présentent tous une surface lisse qui semble polie. Le sabot est très dur et son angle est de 45 degrés, même si les sabots postérieurs sont généralement moins inclinés. Le poil soyeux est si fin qu'il laisse deviner les veines et leurs dessins sur la peau. On trouve très peu de poils autour des yeux et sur le nez. Les membres sont pratiquement dépourvus de fanons. La peau est très fine et douce au toucher, elle laisse deviner les veines. La crinière et la queue sont elles aussi fines et soyeuses, pas trop abondantes. On les laisse en général naturelles et assez longues. Comme pour toute autre race, il est très important que l'éleveur définisse ce qu'il attend de ses chevaux avant de se mettre en quête d'un reproducteur. Le pur sang arabe a joué un rôle fondamental dans l'évolution de presque toutes les races connues à ce jour. En raison de la pureté de son pédigré, cette race est considérée comme la mère de toutes les races de chevaux, car elle transmet de génération en génération son caractère unique et son incomparable élégance. De nos jours, les chevaux arabes se trouvent dans de nombreux pays, avec certaines variantes liées aux préférences locales, au climat et au pâturage. Même si le temps du désert et de la cavalerie militaire est révolu, le pur sang arabe a de beaux jours devant lui, aux côtés de l'homme, grâce à ses extraordinaires qualités. C'est une froide journée, typique d'un week-end d'hiver à Saint-Moritz. En l'absence de vent, on sent directement sur notre visage la chaleur du soleil qui perce entre les nuages. Ces jours-ci, les traditionnels jeux hippiques se déroulent sur le lac gelé. Ces jeux durent 6 jours au total et sont répartis sur 2 week-ends consécutifs.
Cette manifestation s'appelle le White Turf. L'une des épreuves au programme est le ski joring, ou ski tracté. Sur le site des épreuves, il est difficile de ne pas remarquer les grands panneaux et les drapeaux qui font la publicité des produits les plus divers. Le circuit a la forme d'un 6 renversé. La piste elle-même est constituée par la glace du lac, mais la neige tombée et scrupuleusement damée ces derniers jours indique le parcours. Elle assure aux sabots un impact moins brutal sur la piste. L'intérieur de la piste est délimité par une barrière en plastique très visible. Sur cette piste, tous les concurrents de la journée devront s'élancer dans le sens des aiguilles d'une montre. Les épreuves où l'on choisit ce sens de course sont rares aujourd'hui. D'ailleurs, certains chevaux originaires des pays voisins doivent s'entraîner pour s'habituer à ce changement de sens, avant de prendre part aux épreuves. Les chevaux font leur entrée sur une petite piste ronde et se présentent au public. Les concurrents utilisent des skis de vitesse, moins stables que les classiques, mais plus flexibles. Les instructeurs donnent leurs derniers conseils pour utiliser au mieux les chevaux. Le public vient se mêler à eux et les observe. Quant aux chevaux, ils n'ont pas l'air inquiets. La plupart des concurrents sont des femmes. Elles courent dans la même catégorie que les hommes, qui sont souvent beaucoup plus forts. Mais pour cette épreuve, cela n'a pas d'importance. C'est celui qui a le meilleur cheval et la meilleure stratégie de course qui l'emporte. La différence de poids sur les skis n'a pratiquement aucune influence sur le résultat final. Derrière le cheval, on place un cadre lié par une bâche carrée qui permet d'éviter les projections de neige provoquées par les sabots ferrés du cheval pendant la course. La couleur de cette bâche doit être semblable au coupe-vent du concurrent. Cela permet de distinguer les binômes concurrent-cheval. À l'extrémité de la bâche se trouve une barre, ou timon, où l'on attache les rênes qui sont reliées à la bouche du cheval. Le concurrent manie cette barre pour tourner ou pour contrôler le cheval. Sur le devant de la toile sont fixés des guides latérales reliés au harnais. Pour augmenter la vitesse, le concurrent peut saisir le centre de la bâche. Cela libère la bouche de l'animal, mais il reste attaché au guide. La distance du parcours est de 2900 mètres. Pour arriver au bout, les concurrents doivent passer 2 fois devant le public, qui attend avec impatience le résultat final. Chacun se garde de montrer sa joie ou sa déception. En Suisse, le public est très respectueux. Quand la cloche sonne, les chevaux et les skieurs se positionnent sur la ligne de départ. Depuis la tribune, on a du mal à distinguer les positions. Un grand nuage blanc, accompagné par le bruit caractéristique des skis sur la neige, indique que les concurrents se sont élancés. Ils bouclent le premier tour en passant devant le public, qui découvre ainsi l'ordre de passage. Ils s'éloignent de nouveau, et les positions ne bougent pas. Mais tout peut encore changer. Parvenu sur la dernière ligne droite, poussant à fond son cheval, un concurrent se détache et s'empare de la première place. Nul ne sait où il a puisé toute cette énergie. En quelques secondes, il franchit la ligne et remporte la course, en levant un bras au ciel. Lorsqu'il rejoint le public, la remise des prix débute à l'endroit réservé à cet effet. Le propriétaire, l'entraîneur et le skieur reçoivent leur récompense. Enfin, le cheval peut aller se reposer dans son box, car il l'a vraiment bien mérité.
il n'est pas difficile de constater une boiterie, elle est prononcée et saute aux yeux. Évidemment, la façon de marcher du cheval n'est plus la même. Les mouvements enjoués, harmonieux et rythmés auxquels nous étions habitués ont perdu leur synchronie et sont irréguliers. La marque d'une blessure, une inflammation ou l'observation d'un membre qui ne se pose plus permettront aux vétérinaires de faire un diagnostic assez aisément. Mais entre une lésion évidente et l'apparition d'une douleur, il existe de nombreuses possibilités qui peuvent tromper même le professionnel le plus averti. Il faut tout d'abord connaître la façon dont se déplace normalement un cheval. Au pas, un cheval en bonne santé déplace de façon uniforme les antérieurs et les postérieurs. La tête accompagne le mouvement de l'avant-main avec un balancement latéral et une oscillation verticale due au mouvement des membres. En revanche, le garrot avance sans osciller latéralement. La queue accompagne l'arrière-main en se balançant d'un côté à l'autre. On peut remarquer que lors de ce balancement, la pointe de la queue reste toujours à la même hauteur. Le sacrum, c'est-à-dire la base de la queue, maintient sa ligne longitudinale, mais aussi latéralement, à la différence du garrot. Il ne faut pas oublier que les déplacements du cheval sont multidirectionnels, c'est-à-dire qu'il bouge simultanément dans 3 directions différentes. De haut en bas, de droite à gauche et d'avant en arrière. Le principe est le même au trot, mis à part que les membres s'élancent vers l'avant avec plus de force et se posent à terre plus énergiquement, ce qui rend cette allure plus adaptée à l'observation. Pour analyser ce phénomène, il faut observer une personne blessée à une jambe en train de marcher. On remarque qu'elle évite de s'appuyer sur cette jambe en effectuant un pas plus court. L'autre jambe exécute un pas plus long et reporte ainsi sur elle tout le poids du corps. Il en va de même chez le cheval. En observant un animal qui boite, on constate qu'au pas, il cherche à reporter le poids de son corps sur son membre valide afin de soulager le plus possible celui qui le fait souffrir. Si la lésion se trouve sur l'avant-main, le cheval reportera le poids de l'encolure et de la tête sur le membre antérieur valide. Quand il marche, on peut noter que le cheval abaisse la tête au moment même où il pose à terre le membre antérieur qui va recevoir tout le poids. Nous en déduirons qu'il s'agit du membre valide. Observons à nouveau le mouvement. Il soulève la tête, puis pose le membre antérieur en un geste bref. Il s'agit du membre touché. Puis il baisse la tête, pose l'autre membre dans un pas plus long, c'est le membre valide. Il en sera de même pour les membres postérieurs, mais on ne se basera plus sur les mouvements de la tête. Il faudra tenir compte des mouvements de la queue. Si la queue s'abaisse beaucoup, c'est le signe que le cheval a reporté une grande partie de son poids sur le membre posé au sol à ce moment-là. On remarque que le bout de la queue va vers l'arrière lorsque le cheval pose au sol le membre souffrant, tandis qu'elle part vers l'avant, presque jusqu'à toucher le jarret, lorsqu'il pose le membre valide. Au trot, il va reporter un plus grand poids sur les membres en appui, et s'il y a lésion, elle sera beaucoup plus facile à identifier. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de faire trotter les chevaux lorsqu'on désire vérifier l'état de leurs membres. Un mouvement régulier de la tête indique que les membres antérieurs ne présentent pas de lésion. Il en sera de même avec la queue et les membres postérieurs. Et si une lésion touche à la fois un membre postérieur et antérieur, on ne notera pas de changement dans le mouvement de la tête ou de la queue. Il est recommandé en général de surveiller les chevaux dont l'allure est empruntée. En effet, la plupart des blessures entraînent la rigidité des mouvements chez le cheval.
Lorsqu'un cheval réalise de courtes foulées, comme s'il marchait sur des œufs avec ses postérieurs, ses antérieurs, ou simultanément avec ses 4 membres, il est probable qu'il cherche à compenser une douleur, qu'il imite ses mouvements et qu'il l'oblige à se déplacer de la sorte. C'est le vétérinaire qui livre un diagnostic à propos de la blessure, mais c'est nous qui devons repérer les altérations dans les mouvements du cheval. N'oublions jamais qu'une lésion traitée dans les temps favorise une issue positive. Depuis que l'homme a domestiqué le cheval, il l'a habitué à vivre dans un nouvel habitat, loin de la nature, mais confortable. Il est important de connaître les paramètres de base qui permettront d'apporter à chaque fois de nouvelles améliorations. Le cheval vit dans le box, c'est donc surtout lui qui doit bien s'y sentir. Un cheval en liberté consacre un peu plus de 3 heures à se dépenser, soit 15% de sa journée, et environ 15 heures à déambuler en broutant. C'est pour cela que le box que nous allons construire devra lui permettre de se mouvoir confortablement. Sachant qu'un cheval mesure entre 2 mètres et 2,50 m de long, les murs devront mesurer au moins 3 mètres pour laisser au cheval une liberté de mouvement suffisante. On peut donc imaginer un box de 2,50 m sur 3, en particulier pour les races de petite taille ou pour des chevaux qui, pendant la journée, ont l'occasion de déambuler librement. Le box destiné à la mise bas doit être plus grand, car l'espace doit permettre à la jument de réaliser des mouvements amples. On conseille donc un box de 4 mètres sur 4, voire de 5 mètres sur 5. Grâce à cet espace et ce confort, la jument sera plus à l'aise et l'homme pourra l'assister. La porte du box doit être assez large, au moins 1,50 m, pour éviter que le cheval ne se cogne au passage. Rien ne doit dépasser à l'intérieur du box, ni ferrure, ni charnière, ni serrure, qui pourront blesser le cheval. Dans le cas de porte coulissante sur rail, il faudra s'assurer que la serrure ne dépasse pas du mur au passage du cheval. Une porte à double battant, dont la partie supérieure s'ouvre, permet au cheval de passer la tête pour regarder ce qui se passe dehors. Si la partie haute est munie d'une grille, cela réduit le champ d'observation. Cela empêche aussi qu'il prenne appui sur la porte. Il existe aussi un système de grille en forme de V qui permet aux chevaux de sortir la tête sans pouvoir entrer en contact avec leurs voisins. C'est une façon d'éviter que les chevaux se provoquent entre eux. L'écurie doit être suffisamment aérée, à l'aide de petites ouvertures qui laissent s'échapper l'air vicié. Une trop faible aération peut altérer les voies respiratoires du cheval. Il est préférable que le mur séparant 2 boxes mitoyens fasse au moins 2,50 m de haut, car on a déjà vu des chevaux escalader un mur trop bas pour tenter de rejoindre leurs voisins de boxe, surtout s'il s'agit d'un étalon séparé d'une jument par un simple mur. On conseille de laisser aux chevaux la possibilité de se voir, de se flairer et de se sentir proche des autres. À cet effet, on peut installer sur le mur mitoyen de petites fenêtres avec des grilles qui doivent se trouver à hauteur des yeux pour un cheval au repos. Ils pourront ainsi se sentir en compagnie et par conséquent protégés et détendus. Le revêtement du sol alimente encore la polémique. Certains préfèrent un sol en terre, car selon eux, il reste perméable et évacue l'humidité de l'urine sans gêner le cheval. D'autres optent en revanche pour un sol en ciment, d'autres encore pour un sol en caoutchouc. Là où le sol est très fin et très perméable, il est préférable de choisir un revêtement en terre, en particulier dans les zones sableuses ou terreuses. L'inconvénient avec ce genre de sol est que la plupart des chevaux le grattent avec leurs pieds. Ils font des trous qu'il faut reboucher pour maintenir le sol à niveau. Le sol en ciment est bien plus pratique à nettoyer et le problème des trous ne se pose pas. Mais
ils usent les fers des chevaux gratteurs plus que tout autre revêtement. On trouve à certains endroits des sols en briques avec des joints en ciment. La brique est très absorbante et ses irrégularités offrent une meilleure prise au cheval et limitent les glissades. Pour éviter la dureté du sol et les glissades, on trouve aussi des revêtements en caoutchouc. Il existe des tapis en bande de ce type dont l'épaisseur et la longueur assurent une très bonne résistance dans le temps. La mangeoire se trouve d'ordinaire en hauteur, au niveau de la bouche du cheval. Cela permet d'éviter qu'il ne gratte la mangeoire lorsqu'il a fini son repas. À dire vrai, les chevaux sont faits pour manger à même le sol. C'est la meilleure position pour eux. L'abreuvoir doit permettre au cheval d'avoir de l'eau en permanence, tant qu'il veut et quand il veut, car c'est un élément vital pour lui. On recommande les abreuvoirs à flotteur assez hauts, de façon à ce que le cheval ne puisse pas y mettre les pieds. En revanche, les abreuvoirs à palettes que le cheval doit actionner en poussant avec leur nez ne sont pas idéaux. En effet, de nombreux animaux savent parfaitement les utiliser et l'été, ils laissent couler beaucoup d'eau en attendant qu'elle soit fraîche. Conséquence, le sol du box se détrempe. Il est évident que chacun doit adapter les conseils proposés ici à son budget et à l'espace dont il dispose pour le box de son cheval. Même s'il est toujours préférable de consulter un spécialiste, les conseils livrés ici permettront à vos chevaux d'avoir un box sûr, propre, chaud et confortable. Ils n'en seront que plus heureux. Nous avons déjà vu dans cette encyclopédie équestre que la nature d'une proie est de fuir face à un prédateur. Le cheval est la proie et l'homme le prédateur. C'est pour cette raison qu'il n'est jamais facile de s'approcher de chevaux qui n'ont encore jamais fréquenté l'homme et qui sont de ce fait toujours à l'état sauvage. Il faudra donc les apprivoiser et les domestiquer. En latin, domus signifie maison, la maison où vit l'homme. Domestiquer un animal veut donc dire l'amener chez l'homme. Voilà pourquoi les chevaux domestiques sont ceux qui vivent avec l'homme, les autres restant des chevaux sauvages. Mais la première réaction d'un animal sauvage sera de fuir l'homme, car ne pas laisser les prédateurs s'approcher est une réaction naturelle. Si un cheval se laisse approcher pour la première fois par un homme, c'est qu'il ressent un grand manque. Dans ce cas, la soif et la faim, par exemple, peuvent être utilisées de façon stratégique. Pour mettre en pratique cette technique, il faut laisser les chevaux dans un enclos, sans eau ni nourriture, pendant toute une journée. Il ne faut pas s'inquiéter, cela ne leur fera aucun mal. À l'état sauvage, ils sont capables de résister à ces privations sans difficulté quand ils se déplacent en quête de nourriture et de vert pâturage. Le premier jour, ils vont manger tout ce qu'ils trouveront dans l'enclos sans rien laisser. Il faut se tenir près d'un baquet d'eau et d'une bonne quantité de fourrage. Certains vont s'approcher, d'autres vont préférer garder leur distance. Il vaut mieux rester assis plutôt que debout, car les chevaux craignent la taille de l'homme et non pas sa corpulence. À leurs yeux, plus un homme est grand, plus il est impressionnant. Rester accroupi ou à genoux donnera l'illusion que nous sommes de petite taille et leur permettra de s'approcher en toute confiance. Le deuxième jour, on leur porte de nouveau à boire avec un peu de nourriture. L'eau est un élément absolument vital et ils choisiront de la boire, même si cela les oblige à s'approcher d'un prédateur. Lorsqu'ils auront compris que ce prédateur, l'homme, ne leur fera rien de mal, ils deviendront plus confiants et commenceront à manger le fourrage. Évidemment, plus le temps va passer, plus leur faim sera grande. Leur confiance va grandir naturellement et ils s'approcheront de plus en plus de l'homme, mangeront le foin qu'il leur donne
et chercheront à le flairer et à le reconnaître comme ils le font entre eux. La relation avec l'homme évolue peu à peu. Les chevaux associent désormais cette présence à la possibilité de manger et de boire, et c'est un élément positif. La confiance va s'installer au fur et à mesure. Chez les chevaux dont la mère avait déjà été en contact avec l'homme, la confiance sera immédiate. Tandis que pour ceux qui n'ont jamais côtoyé l'homme, il faudra un peu plus de temps. Quand le cheval commencera à manger dans notre main, on aura effectué une première étape et on pourra continuer dans ce sens pour gagner encore plus sa confiance. Ensuite, on prendra une baguette assez longue qu'on tendra avec la main. Les chevaux ne savent pas vraiment où se situe la limite de notre corps. Avec cette baguette, on les touchera tout doucement au moment où on leur donnera la nourriture. Les premières réactions peuvent être violentes et faire peur. Mais il faut simplement attendre et on constatera que les plus courageux préféreront qu'on les touche pour manger le foin tant qu'il y en a. Ils chercheront rapidement à flairer la baguette, puis ils nous laisseront continuer à les toucher tout en mangeant en toute sérénité. À ce stade, nous faisons partie de leur monde. Ils nous ont déjà acceptés. Ils ont compris que nous ne voulons pas leur faire de mal et que nous pouvons aussi satisfaire leurs besoins alimentaires de base. À partir de ce moment-là, s'instaure une relation de protection et d'attention. C'est à nous de faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Sur la tête du cheval sont concentrés tous ses sens. Oui, toucher, vue, goût, odorat. C'est peut-être pour cela qu'il est souvent difficile de toucher la tête d'un poulain, quand bien même il vient de naître et n'a aucune notion des dangers de l'existence. Les chevaux peuvent avoir le corps et les jambes pleins de boue, leur crinière peut être emmêlée ou leurs sabots trop longs. Leur tête sera toujours propre. Cette partie de leur corps est toujours en éveil, que ce soit pour détecter un mouvement, apercevoir une silhouette, sentir une odeur étrange ou une brise différente. C'est ainsi qu'ils échappent aux prédateurs. Mais il faut savoir qu'on ne touche pas un cheval comme l'on caresse un chien. Ceux qui ont peu d'expérience avec les chevaux peuvent vouloir les toucher de la même façon et aux mêmes endroits, à savoir le nez, les oreilles, la gorge. Un animal qui a un instinct de proie est constamment attentif à ce qui l'entoure et ne se laissera toucher les yeux et les oreilles que s'il est absolument certain que la situation le lui permet. Nombreux sont ceux qui, animés de bonnes intentions, insistent pour les toucher. Ils provoqueront hélas une défiance du cheval envers l'homme, dont la conséquence peut être le refus de se laisser toucher les oreilles. Mais le cheval peut aussi avoir d'autres raisons, notamment le fait d'avoir perdu confiance en son maître. Il se peut qu'un jour, alors qu'il était tranquille, on lui ait coupé les poils des oreilles en vue d'un concours par exemple, et que l'animal ait senti une coupure ou une vibration qui lui ait fait peur. Par ailleurs, dans certaines régions du monde, on ne dresse les chevaux qu'à l'âge adulte, et la coutume veut que l'animal soit attaché à un poteau. Mais le cheval n'a de cesse de tirer dessus pour pouvoir briser les liens et s'échapper. Chacun de ces efforts s'exerce sur la nuque, où le licol est attaché. Le cheval se blesse donc lui-même et des lésions apparaissent autour des oreilles, parfois plus profondément au niveau de la nuque, créant une grande sensibilité dans cette zone. Le dressage se poursuit. Les poils de la nuque recouvrent peu à peu la peau, cachant ainsi les blessures. Mais la douleur reste présente et toucher un cheval à cet endroit sera quasi impossible.
Pourtant, même si les blessures se referment, même si le cheval reprend confiance et ne ressent plus de douleur, lui toucher les oreilles peut continuer à poser problème. Mettre un licol ou une bride peut devenir une manœuvre très délicate, voire une lutte pénible qui va transformer ce moment en corvée. Il devient impossible de toucher cette zone sensible. Si nous insistons bêtement, nous nous exposons à des coups de tête, des ruades et des bousculades. Il faut éviter ces désagréments, d'autant plus qu'il existe des solutions très simples. Il est recommandé de se munir d'une grande baguette, au bout de laquelle il convient d'attacher une lanière d'un certain poids et assez longue. Lorsqu'on a tenté de toucher les oreilles de la jument pour la première fois avec la corde, nous nous sommes placés assez loin d'elle, en utilisant la longueur de la baguette, et nous avons pu ainsi éviter sa réaction violente sans courir aucun risque. Nous avons répété l'exercice en veillant à effectuer des mouvements très doux pour éviter que la réaction ne se reproduise. Cette fois, la jument reste calme et nous parvenons à lui passer la corde sur la nuque. Nous avons touché la zone sensible avec des mouvements de va-et-vient. Dès qu'elle se crispait, nous relâchions un peu les mouvements. Lorsqu'elle se détendait, on avançait de nouveau vers les oreilles. Tous les mouvements d'évitement de la jument étaient vains, car la baguette et la corde nous permettaient de maintenir un contact doux et constant. Finalement, la jument a accepté le contact de la corde sur ses oreilles. Une fois qu'elle a compris que personne ne lui ferait de mal, elle s'est même laissée toucher par la baguette. Nous l'avons ensuite caressée avec la main. Ainsi, la jument a pu s'habituer à cette nouvelle sensation sans se crisper ou s'énerver. Toute tension perçue chez l'animal doit nous inviter à arrêter notre geste et à le reprendre quand il se décontracte. Pouvoir toucher les oreilles de la jument sans baguette ni corde est un travail qui nous aura pris 40 minutes. Nous avons ainsi réalisé les mouvements que l'on fait pour mettre une tétière, mais virtuellement. Quand la main est parfaitement acceptée par le cheval, la tétière peut ensuite être posée et la jument se laisse faire. Elle se montre confiante et détendue. Nous recommandons aux propriétaires de conserver des gestes doux dans les jours qui suivent, car la jument doit avoir la confirmation que cette nouvelle sensation n'est pas menaçante. Nous pouvons au moins être sûrs d'avoir posé de bonnes bases pour que les difficultés ne se répètent plus.